voilà, où on reprend un peu plus la vie de l'invité pour bah, voilà, comprendre bah, comment il en est arrivé là, mais aussi ses aspirations futures. Donc, où tout a commencé, où vous êtes né, Alors, je suis née à Nice. ok. J'ai à Nice, je suis d'origine, austro-hongroise, disons 3/4 austro-hongroise et 1/4 niçoise Hmm, par ma mère. Et puis, j'ai on a toujours eu, l'esprit d'entreprendre dans la famille. ok. Mon père était à son compte, mon grand-père aussi, ma mère est une femme, qui a repris ses études pour être, cadre, de santé, infirmière puéricultrice, directrice de crèche. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas évident, Hmm, hein, il y avait pas toutes les aides comme maintenant pour, faire des reconversions professionnelles et cetera, hmm, mais elle l'a fait. Voilà, donc mes parents sont des gens, qui entreprennent et qui nous ont inculqué, cette dynamique. ok. Quel genre d'enfance vous avez eu? Parce que c'est vrai que c'est important des fois de comprendre bah, comment on a commencé dans la vie, tout simplement. Alors, une enfance où, on a on nous a pas mis de frein, on nous a pas dit: «Tu n'y arriveras pas». Non, au contraire, essaye, ose, comme disait ma grand-mère. Hmm, ok, trop bien. J'imagine du coup que voilà, c'était les premiers à vous soutenir, etc. Donc ça, Beau, ok, mais ok, donc après mon bac, je suis partie 2 ans en Allemagne étudier. Alors ouais. de Nice, je suis partie à Hambourg. C'était bien une bonne distance Hmm, et et puis, bon, je suis partie en train, 24 heures de train, ouh, ça faisait long. ouais. Est-ce que du coup, votre première boîte, c'était à 25 ans, mais est-ce que vous avez peut-être lancé un tout petit business pendant vos études, à côté, je sais pas. Je faisais du sport Ouais, et je vendais des comment on peut dire? Des sportswear, des ok. vêtements de sport, tout ce qui était, voilà. Et c'était à quel âge ça, du coup? Bon, c'était juste après la librairie, enfin même, oui, j'ai commencé dès que j'étais en Allemagne, donc avant la librairie, heu et puis on va dire vers les 22 ans, 23 ans Ok. et donc j'ai démarché les salles de sport. Moi-même, j'étais dans une salle de sport parce que ça se voit pas, hein, quand vous me l'avez vu, mais je faisais du triathlon à l'époque, Hmm, donc j'étais très sportive et puis j'étais, bien introduite dans les milieux sportifs. ok. Ouais, donc du coup, ça vous a ouvert pas mal de portes, quoi. Oui. Ok. Et du coup, bah, cette première boîte, avec combien d'argent vous avez créé votre boîte et vous vous êtes lancé? Alors j'ai fait du crowdfunding, avant l'heure. Puisque, Ok. je suis allée bon, j'avais un associé, on était 50-50 et on a emprunté, 250 000 francs Ok. à à une de mes tantes, Ok. à une de mes tantes et son mari, qui nous ont fait un chèque. C'était le plus gros chèque que j'avais vu dans ma dans mon existence et puis qui nous ont dit: «J'aime quand les jeunes osent se lancer». Trop bien. Et c'est eux qui vous ont proposé ou c'est vous, vous vous êtes dit, bah, qui je pourrais démarcher? Et du coup, bah, cette opportunité Oh, s'est je suis présentée je comme ça. suis allée leur demander Ok. parce qu'eux étaient équipementiers. Ouais. Donc je sais ils avaient, vraiment l'habitude du commerce et etc. Ouais, ouais, ouais. Ok. Prochaine question, qu'est-ce qui vous a fait aimer ce métier bah, de formatrice d'abord, et puis aussi peut-être de coach? Alors, donc je vous ai dit après la librairie, j'ai repris mes études, j'ai fait, une formation d'analyse programme, enfin un PTC de gestion. J'ai travaillé, j'étais agent IBM, on nous appelait comme ça à l'époque puisque j'étais chez IBM et j'ai fait les formations internes pour devenir ingénieure en informatique et là
on m'a bombardée, formatrice en informatique. Donc, bah, je ne savais pas faire Ouais. et je faisais ce qu'on m'avait appris. Donc sans pédagogie aucune, avec des cours magistraux au possible, très descendants. Et puis après, j'ai continué à travailler dans l'industrie jusqu'à 1991 où j'ai eu un accident. Donc, un accident tout bête, hein, je suis tombée dans les escaliers au boulot. Et puis, bon, j'ai repris le travail quelques années après. Mais c'est vrai que c'était donc entre-temps, j'ai fait une formation pour, plus pour travailler dans les RH puisque, tout ce qui était, j'étais chef de projet avant. Mmh. Donc, il fallait, enfin, c'était un peu le working girl de l'époque. OK, ouais. Bon, et je pouvais plus le faire. Donc, j'ai bifurqué vers la gestion des ressources humaines. Et puis, après, en 2008, j'ai été mise en invalidité. Bon, 3 ans pendant lesquels j'ai quand même nourri mon esprit Mmh. en passant un diplôme de français langue étrangère pour enseigner le français langue étrangère. Et puis, j'ai eu l'opportunité de refaire une formation à l'AFPA. Et donc, j'ai décidé de théoriser tout ce que je savais faire en, en tant que formatrice. OK. Et j'ai passé mon titre de formatrice professionnelle d'adulte. Et puis, j'ai embrayé sur un DU de responsable pédagogique. Sur un DU, le COFOR-10, c'est concevoir les formations à distance. Et après, un Master 2, métier MFG, donc les métiers de la formation, de l'entreprise et de la gestion. OK. Voilà. Donc c'est ça. Et là, au moins maintenant, je sais comment former les personnes, Ouais. beaucoup plus que comme je le faisais à l'époque. Mmh. Et est-ce que, le métier a évolué? Enfin, j'imagine, mais, comment du coup, comment il a évolué? Alors, le formateur n'est plus le sage, il sait, mais grâce à Internet, on peut, tous les apprenants peuvent eux-mêmes aller chercher. Ouais. Alors, ils peuvent chercher plus ou moins bien. Le formateur va plus se partager, animer, et l'apprenant, maintenant, on dit qu'on est centric learner, hein, donc centré sur l'apprenant pour lui faire des formations où il est lui-même acteur de sa formation, Mmh. où il va participer, où il va évoluer dans sa formation. Et je m'appuie beaucoup aussi sur tout ce qui est serious game et la Mmh. ludopédagogie. Alors, parce que justement, ça aussi, je l'ai vu avec les neurosciences. La personne, le but, c'est pas de la faire jouer pour jouer, hein, Ouais. mais c'est qu'elle va arriver à restituer plus facilement. Donc, mon travail en amont est compliqué par rapport à si je devais juste heu, sortir un cours magistral, hein, puisque je mets en place toutes les animations, tout ce qui est mais aussi il faut les trouver, les faire. Et les personnes donc elles vont elles-mêmes, comme je vous disais, devenir actrices de l'information. Et je leur apprends à déconstruire pour mieux reconstruire. OK. D'accord. Ça répond à votre question. Ça répond totalement. Heu, est-ce que, du coup, vu que vous voilà, vous faites de la recherche, notamment sur l'intelligence artificielle, moi j'adore, justement toutes ces nouvelles technologies et cetera. Et bah, vous, du coup, quel est votre avis sur le sujet de l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui, justement, qui a peur de ces outils? Alors, l'intelligence artificielle justement c'est un outil. Ce n'est pas une fin,
hein. C'est pas une finalité, c'est pas un moyen, c'est pas, heu, mettre tout et rien. C'est un peu comme, on va dire l'informatique au début ou les téléphones portables. Je me souviens, il y avait un ministre qui disait: «Ah mais ça prendra même pas et tout», bon, on voit le téléphone portable maintenant, certains ne peuvent pas s'en passer, hein, voilà. Donc l'intelligence artificielle aussi, c'est un outil qui va servir à enrichir les formations. Pour moi, c'est un peu comme un exosquelette, donc que le formateur va endosser. Vous connaissez les exosquelettes? Ouais. OK. Et donc, au lieu d'être un formateur ou une formatrice, qui va faire son présentiel et cetera, heu, on va développer toutes ces formations-là grâce à cet exosquelette de l'intelligence artificielle et devenir un formateur ou une formatrice augmentée. Mmh. OK. Et donc ça permet de créer, d'autres choses, et même, d'apprendre aussi aux apprenants à utiliser l'intelligence artificielle. Mmh. OK. Est-ce que vous allez faire peut-être, est-ce que c'est déjà le cas aussi, des formations qui sont spécialisées, justement sur ces outils-là? Et quels outils vous montrez pour une Voilà, utilisation au quotidien? je vais vous dire que les formations que je dispense, elles sont très larges dans la mesure où, je fais des formations tant pour des bûcherons que pour des charcutiers, que pour des formateurs OK. et pour des comptables aussi. Parce que je m'appuie sur l'expert métier et je vais faire l'ingénierie de sa formation. Alors que je ne connais rien du tout en bûcheronnage, je ne connais rien du tout en charcuterie, mais l'expert métier qui va être un formateur en charcuterie, qui va être un formateur en bûcheronnage, va me dire: «Il faut mettre ceci, cela». Je veux qu'à la fin de la formation, mes apprenants soient capables de faire et cetera et cetera. D'accord. Et en en binôme avec eux, je vais, donc, créer ces formations. OK. Oui, donc en fait, c'est vraiment de la formation personnalisée. On arrive avec un besoin et vous, bah, vous répondez à ce besoin, et du coup, c'est un quel est le délai pour une formation comme ça qui, on arrive, vous connaissez rien à ce sujet, peut-être du coup, il va falloir que vous trouviez le formateur en question. C'est quoi tout ce processus? Alors c'est l'entreprise qui vient me contacter Mmh. et puis, me dit: «Voilà, je voudrais que», par exemple pour les bûcherons, «je voudrais que les gars arrivent à protéger leur dos, qu'il y ait moins d'accidents». Et donc je vais leur demander les postures. On va alors souvent, je ne travaille pas toute seule parce que si je fais tout de A à Z, ça va être très long. Mmh. Et je m'insère dans leur équipe, alors ou avec des sous-traitants ou avec, des collaborateurs, qui vont venir comme ça, et on va analyser les gestes, soit filmer le formateur quand, par exemple, il va se baisser, il va utiliser une hache, quand il va utiliser une scie et cetera, et après faire un montage en vidéo. Alors je vais vous donner le nom d'un outil, j'utilise beaucoup Vaillant et Camtasia pour, justement, créer mes vidéos et mes formations, pour faire des formations interactives. OK. Et c'est des outils, qui sont, enfin qui vont servir à quoi dans la phase du processus de création? Ça Ça sera va me vraiment servir à la à fin? faire mes vidéos. Mais alors pour faire une vidéo, bah, c'est pareil, hein, il y a le storyboard, il y a, on fait les crayonnés comme une bande dessinée, ou comme un film, il y a tout ce qui est, et case après case, action après action avec la voix off et cetera. OK, ouais. Et l'intelligence artificielle est très bien là-dedans puisque justement pour les voix off, bah, elle me permet de parler, en chinois avec un accent chinois, de prendre une voix d'homme si j'ai envie. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des outils qui sont, au service
de alors c'est vrai que, justement maintenant, c'est beaucoup plus fiable parce qu'avant vous aviez la traduction Google qui était pas, vous Mmh, regardez des fois des vidéos YouTube avec la traduction, c'est pas extraordinaire mmh. et donc là, c'est beaucoup plus précis. Heu, Quand c'est possible, je le fais, visser par une personne, native et donc pour être sûr qu'il y a pas de faute, faute de grammaticale ou quoi que ce soit. OK, ouais. Donc, heu, moi je dis souvent, l'IA, elle fait un super boulot. Moi, notamment, enfin voilà, ChatGPT, le plus connu, on lui demande une requête. Déjà, il faut que la requête soit bonne pour qu'il y ait une bonne réponse. Et même une fois que la réponse même si elle est parfaite, bah, faut quand même repasser derrière. Faut que l'humain reste Ah oui, bien sûr. bah, la tête pensante, quoi. Si jamais on commence à faire des choses, des livres à l'IA sans qu'il y ait du coup cette touche humaine, c'est là, je pense, où on va perdre un petit peu. Mais on va perdre un petit peu et puis on risque aussi d'avoir des erreurs Ouais. parce que, ben, l'IA c'est une machine, donc elle va pas analyser, finement et il faut vraiment vérifier. Ouais. OK. Hem, toujours un peu Mais, l'IA, oui? ce que je voulais rajouter, c'est que l'IA, aide à démultiplier le travail, à alléger aussi le temps passé. Ouais. OK. Hem, du coup, oui, toujours un peu dans cette thématique de technologie et cetera. Heu, En quoi le distanciel, là, ju uniquement le distanciel, a du coup changé votre métier? Eh bien, j'ai déjà fait une partie de mes études à l'université de Rennes, et de Carcassonne. J'allais une fois par mois à Rennes et tout le reste, je travaillais à distance. J'avais des collègues au Canada, au Maroc, en Grèce, en Polynésie. On n'aurait jamais pu travailler ensemble si on n'avait pas eu le distanciel. Ouais. OK. Donc c'est Et vraiment principalement ce point de, oui, qu'il y a pas de limite finalement. c'est ça. OK. Moi, mes cours sont également à distance pour cette année d'études. Ça a été un choix que j'ai fait justement pour un peu me familiariser avec, cette vie de nomade et j'ai des amis à moi qui me disent: mais comment tu fais et cetera? Comment la classe elle peut être, je sais pas moi, concentrée puisque du coup on est à la maison, on peut, aller vaguer à diverses occupations. Donc c'est quoi votre ressenti justement? Est-ce que les gens sont encore plus concentrés qu'en classe physique? Ou à l'inverse, est-ce que, il y a vraiment des points un petit peu problématiques? Une classe virtuelle, ça va pas durer comme on a vu, pendant le confinement. Certains, formateurs ou enseignants faisaient, classe toute la journée avec les mêmes élèves. Bon ça non, c'est pas ça la classe virtuelle. Une classe virtuelle, c'est par exemple, 1 heure de temps où on travaille tous ensemble, on partage, on travaille, avec les tableaux blancs, on travaille dans des ateliers, des salles numériques en sous-groupe. Après, on fait des restitutions et on travaille aussi, donc on se déconnecte de du groupe et on va continuer nos recherches en sous-groupe et donc se donner des temps aussi parce que ça permet de, comment dire quoi? D'éliminer le temps de transport, d'éliminer pas mal de choses et lorsque on se connecte vraiment pour ça. C'est pas dire, «Ah ben, je suis à la maison donc je vais en même temps, faire ceci, regarder la télé, lire», non, 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 c'est se mettre vraiment, faire un travail de qualité, être concentré sur un temps plus bref. Parce que être en présentiel, c'est bien, mais ça sert à rien de faire du présentiélisme. Ouais. Oui, on peut Parce que être en ça aussi, présentiel des personnes qui et ne rien faire et s'ennuyer, regarder par la fenêtre et avoir envie d'être dehors. mmh, OK. Hem Prochaine question, du coup, c'est quoi une journée type, du coup,
dans votre vie, voilà, soit de formatrice, de coach? Alors, j'ai des journées types puisque ça Ouais. change suivant les missions. Mmh. Heu, alors, il y a du présentiel, hein. Le présentiel, c'est, par exemple 2 jours par semaine où on fait le point de ce qui s'est passé puisque je travaillais aussi avec, des alternants et on se retrouvait, 2 jours, donc ils étaient 3 jours en entreprise et 2 jours en présentiel où on échangeait, sur ce qu'ils avaient fait. On mettait en place des jeux de rôle aussi. Je travaille beaucoup, comme je vous ai dit, avec, la ludopédagogie. Ouais. Donc on fait j'exploite les situations qui se présentent, en faisant des jeux de rôle. À chaque fois, ils ont des situations à à expliquer, à expliciter. Heu, Notamment, j'ai sur la rumeur, hein, j'ai en tête ce travail que je leur ai donné impromptu. Bon, il y avait une rumeur qui circulait, dans dans l'organisme de formation et je leur ai dit: «Ben, vous allez travailler sur la rumeur, mais je veux que ce soit vraiment quelque chose de fouillé. Comment une rumeur naît, comment, on la contre et cetera et cetera». Voilà, donc les indications étaient, très légères et libre à eux de prendre, ce qu'ils voulaient. Donc certains m'ont fait un reportage, comme, une information, journalistique. D'autres ont fait, tout un travail historique. Mais à la fin de ces recherches-là, ils ont pu restituer un travail vraiment fourni sur la rumeur. Qu'est-ce qu'il a fait? L'aspect psychologique, l'aspect, aussi, il peut y avoir un aspect financier à faire courir une rumeur, Mmh. OK. donc Et et sociétal. ouais. Et c'était dans quel cadre, enfin, une formation de quoi du coup Alors là, je formais des formateurs professionnels d'adultes OK, ouais, d'accord. Et et c'est vrai en que non, allez-y. non, je disais que j'aime bien, varier, donc je prends des missions, mes missions, elles ont fait, 3 ans maximum. OK, ouais. Et c'est quoi comme type de formation du coup pendant 3 ans? C'est un bachelor? C'est un bac peut-être? Non? Parce que c'est pour Non, adultes. non, non, c'est des adultes, Ouais. donc ça va du BTS, au master 2 OK. Ouais. ou alors travailler, après dans des sociétés, mais là, ce sont des formations plus courtes, dans les OK, ouais. services formation. Ouais, ouais, ouais. Heu, est-ce que vous auriez du coup 5 conseils pour être le meilleur, le best, formateur, ever? Alors déjà, de pas se prendre pour un expert, OK, parfait. après, changer avec, déjà faire beaucoup d'analyses de pratiques professionnelles, oser se remettre en question, savoir que comme on travaille avec des humains, on va pas prendre un diagramme d'Ishikawa, où c'est figé pour l'industrie. Donc ce qui marche avec un groupe peut ne pas marcher du tout avec un autre groupe Ouais. et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est constamment une remise en question personnelle pour le formateur et bah, on s'ennuie pas. Ouais. OK. Et si justement un formateur ne se remet pas en question, heu, Il est n'évolue pas avec son temps et cetera, comment comment ça va se passer? Eh ben, je vais lui conseiller d'aller faire autre chose. Le métier qui lui plaît vraiment, Ouais. là où il sent, je sais est-ce que vous connaissez l'ikigai? Non. Alors l'ikigai, c'est faire ce pourquoi on est fait. OK. Donc ce sont des ronds, je vais me le prendre parce que, je vais vous l'expliquer. Donc l'ikigai, c'est ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé et en quoi je suis doué. Et ce sont 4 cercles qui vont s'imbriquer et le milieu.
là où les 4 cercles s'imbriquent, c'est notre ikigai. OK. C'est vrai que en fait, maintenant que vous le dites, je connaissais la la méthode ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais je connaissais pas le terme technique. Mais ouais, OK, ouais. Cette méthode, elle est utilisée aussi dans les outils de branding Mmh. lorsque justement on fait de la création d'entreprise. Est-ce que mon produit va répondre à un besoin? Est-ce que les gens sont prêts à l'acheter, et cetera? Donc ça, c'est adaptable. C'est un outil qui est adaptable. Un outil de coaching et que vraiment on peut utiliser dans beaucoup de domaines. Ouais, ouais, ouais. OK. Je vous ai parlé un peu, du coup de l'évolution, de votre métier, mais du coup, on va partir encore plus loin. Comment vous, du coup, à votre échelle, vous voyez votre métier, mais dans 50 ans? Alors dans 50 ans, le formateur sera toujours derrière l'intelligence artificielle parce que les robots ne vont quand même pas nous supplanter. Ouais. On va tenir bon et on va pas tomber dans la science-fiction. Et donc, le formateur sera toujours là, mais il va avoir plus d'outils à sa disposition. Peut-être qu'il sera, bah, il utilisera des, des vidéos de réalité virtuelle. Ouais. Alors, dans ces cas-là, on aurait des téléphones vraiment super perfectionnés sur lesquels on pourrait utiliser la réalité virtuelle. Mmh. Et parce que, alors je vous dis ça parce que je développe aussi des formations responsives, hein, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sur un smartphone comme sur un ordinateur et une tablette. Donc, je vous disais, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre Atawad, anytime, anywhere, any device. Hein, n'importe OK. quand, sur n'importe où et sur n'importe quel support. Euh, la digitalisation permet ça. Je suis dans le bus, j'ai un cours à étudier, ben, je vais regarder toutes les vidéos, les petites vidéos pour savoir comment faire. Alors, c'est vrai que j'ai fait une étude là pour une société en Afrique, au Congo. Là-bas, comme il y a des coupures de courant, c'est très compliqué. Ouais. On ne peut pas faire des formations, par exemple, à distance synchrone. Hein. Mmh. Les gens vont travailler asynchrone, on va travailler bah, à partir de clés USB. Ce sera plus facile. Ils vont pas aller devoir télécharger des documents parce que c'est long, ça coupe, etc. Quand on communique, on utilise souvent l'outil WhatsApp, mais téléphone WhatsApp, Ouais. pas, et eux depuis le portable, pas depuis leur ordi. OK. Donc, il y a des possibilités à chaque fois. Ouais. Ils sont, on utilise des QR codes aussi, etc. Et par exemple, filmer un professionnel, ça, j'ai travaillé là-dessus. Euh, les chauffagistes qui vont installer des chaudières. Donc il y a le professionnel qui va être filmé, montré exactement en très courte vidéo d'1 à 3 minutes maximum. Et donc ils vont regarder ça et puis voir. Ce sont des petites vidéos interactives quand on les prend sur l'ordi, sinon ce sont des vidéos à regarder. Mmh. Bon, après, c'est toute une question technique pour faire le suivi de l'apprenant, etc. Mais si on ne peut pas faire un suivi par la connexion, il y aura un suivi par des questions-réponses. OK, ouais. Oui. Le formateur, en fait, s'adapte. Mmh. Que ce soit maintenant ou dans 50 ans, le formateur va toujours s'adapter, se remettre en question et essayer de trouver l'astuce pour faire qu'il va embarquer ses apprenants. Ouais. OK. Hem, J'avais vu, parce que du coup, je regarde l'émission, Qui veut être mon associé? Et j'avais vu une entreprise qui, essayait de développer justement les formations avec la réalité augmentée et les casques de réalité, virtuelle. Heu, Est-ce que vous pensez, que voilà,
dans je sais pas combien de temps, on pourra peut-être avoir une classe, pareil, donc là à distance, mais au lieu d'être du coup sur nos ordi, on pourra avoir juste le casque sur la tête et écouter le cours, pianoter sur son écran, etc. Alors, il y a déjà des formations hein, qui se Hmm, font en réalité virtuelle. Alors, on est, bon, après le nombre est restreint. Bon, je n'aime pas trop parce que moi, ça me fait mal aux yeux. ouais, Donc, c'est pas, pour moi, je ne travaille pas avec, d'accord. mais c'est quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, qui existe. Et puis, c'est beaucoup utilisé jusqu'à présent dans les jeux, mais j'ai testé un logiciel comme ça de musique. C'est où on est le chef d'orchestre. Ok, Donc, avec le casque, etc. Mais je suis sortie de là, j'avais la tête. ouais, J'ai beaucoup aimé l'expérience musicale, mais pas l'expérience du casque. ouais, Et donc, on dirige l'orchestre. Il y a une musique qui joue, et suivant l'impulsion qu'on donne, la musique, enfin, comme un véritable orchestre, mais on a des bonus ou des malus. ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà. Donc, C'est ça, vrai que ça va, c'était ça va mal, être mais fou, hein. Ça va être fou, ça va pouvoir être déporté bah, dans n'importe quelle chose. Moi, je vois surtout, j'attends surtout la plongée. Le jour où on pourra être dans son canapé et oui. visiter une épave à 50 mètres de profondeur, ça sera pas mal. On a déjà des visites virtuelles de musées. Ouais. Il y a certaines attractions principalement qui se font en visite 360. Bah, dernièrement, il y avait eu l'exposition Van Gogh, comme ça. Ok, ouais. Le public passait dans des salles et puis il était en immersion dans des œuvres de Van Gogh avec de la musique, et puis les œuvres de Van Gogh qui étaient détournées Hmm. aussi. C'était pas que les tableaux, on était carrément dans le champ de tournesol, etc. Donc ça, c'était pas mal, mais ça reste une attraction. Et puis, on est Oui. complètement coupé du réel quand on est là-dedans. Hmm. Ok. Euh, est-ce que parce que moi en fait, du coup voilà, je fais partie de Pépite, l'organisme du coup qui permet d'être étudiant entrepreneur, et on a des mentors. Et ces mentors, c'est un peu des coachs. Et du coup, bah, vu que vous êtes coach, mais plus avec le côté formatrice, est-ce que vous avez aussi ce côté coach un petit peu, est-ce que vous avez déjà pris par exemple un élève et que même à côté des cours, bah voilà, vous lui donnez des conseils ou tout autre exemple? Alors, c'est très bien que vous me posiez cette question, parce que dans la formation à distance, ce qui est très important, c'est le tutorat à distance. Ouais. Et donc, c'est prévoir l'ingénierie tutorale. Alors, ce qu'il y a de bien maintenant sur le nouveau titre de formateur professionnel d'adulte, le tutorat à distance est une des compétences du Ok. titre. Et on s'est rendu compte que euh, vous voyez un MOOC. Il y a combien de personnes qui vont s'inscrire au MOOC? Et sur, par exemple, on va dire 1000 personnes ou 2000. Sur ces 2000, combien vont arriver jusqu'à la certification? Ouais. Ça, le MOOC, c'est l'exemple extrême. Après, vous avez la même formation, mais avec un tuteur à distance. Et donc, sur ces formations avec un tuteur à distance, le taux de complétion est de 85%. Ok. Voilà. Donc c'est largement mieux. Et c'est indispensable. Et le tuteur se doit d'être proactif. Donc, le tuteur, c'est aussi le formateur. Hein. Suivant les organismes, c'est un formateur chef d'orchestre Ouais. qui est technicien, qui va encourager, qui va faire l'administratif, etc. Hmm. Il n'y a que des très grosses boîtes où chacun a sa spécificité. Donc voilà. Et j'ai fait aussi du mentorat pour une société qui s'appelle Demain, DEMAN. Ok. Donc ça, c'était du mentorat bénévole.
OK. Heu, je vais reprendre, vos mots et du coup, en faire une question. Hem, est-ce que et je pense que votre réponse va être toute faite, mais est-ce qu'il y a un lien entre vos 2 activités, peut-être un peu pro et perso? Du coup, à savoir, bah, formatrice et avec la musique, avoir géré un orchestre et cetera? Oui, forcément, puisque je vous ai dit que mon formateur était un chef d'orchestre. Eh oui, c'est pour ça que je rebondis. Et chaque apprenant, eh ben, c'est un instrument aussi. Et donc le tout, c'est d'arriver à, avec toute cette hétérogénéité, à faire un ensemble, à avoir une promo, puisque le but quand même du formateur, c'est que sa promo réussisse. Bah, oui. C'est que, mais pas dans la douleur non plus, hein. Même je vous ai dit, il fallait déconstruire pour reconstruire. Donc c'est compliqué. Il faut perdre ses habitudes. Il faut arriver à sortir quelque chose de neuf, mais quelque chose vraiment de probant. Ouais. Devenir quelqu'un qui a des compétences et qui sait les mettre en pratique. Pas juste un savoir théorique. Mmh. OK. Hem, s'il y avait du coup, une erreur que, vous regrettez dans votre parcours professionnel, qu'est-ce que ce serait? Ou est-ce qu'il y en Ben, a pas? c'est au début, justement, quand je demande pardon à mes apprenants de l'époque, quand j'étais formatrice en informatique, Ouais? parce que je n'avais pas toute cette pédagogie. Mmh. Après c'est Et normal, c'est le début. oui, mais je n'étais pas formée. Ouais, Et donc voilà. Et un formateur doit se former à la pédagogie avant de dire je prends un groupe d'apprenants et je vais les accompagner pendant un an. ouais. Mais est-ce que finalement ça vous a pas, du coup, bah, mis, le pied, au pied du mur quoi et que vous avez été obligé bah, hem, bah, déjà pour les prochaines formations de vous dire: «Bon, je me forme, je viens, plus carré dans mes bottes», et ouais, voilà. Est-ce que ça vous a, servi au Ça moins? m'a demandé énormément de recherche, surtout Ouais, qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. On ouais, travaillait avec le Minitel, donc c'était pas du tout pareil. J'étais devenue un rat de bibliothèque pour aller piocher des ressources. Et oui, ça m'a demandé énormément de travail pour que ma deuxième, ou on va dire ma troisième formation soit nettement mieux. ouais, OK. Et est-ce que vous avez déjà, failli, bah, du coup, tout lâcher, tout abandonner et de vous dire: «Bon là c'est trop, j'en ai marre»? Alors, ce qui m'arrive des fois, c'est de dire à mes apprenants: «Vous vous débrouillez. Je vous donne les consignes, vous êtes des adultes et vous allez me produire, tel et tel livrable». Mais ça, on peut le faire aussi avec des enfants. Mmh, C'est pas, hein, les enseignants, peuvent aussi travailler comme ça, ils mettent en place, des outils, des jeux. Il m'est arrivé de faire, un jeu de loi immense avec je les ai fabriqués les dés, ils étaient gros comme ça, pour les personnes, qui avaient des problèmes de motricité. OK, Et le jeu de loi, il tenait sur une grande table pour, enseigner, enfin enseigner. Officiellement, j'étais enseignante en français langue étrangère. mmh, Moi, je dirais plus que je fais des formations de français langue étrangère. Et alors je fais le distinguo parce qu'on dit toujours que les enseignants n'étudiaient pas la pédagogie. ah OK, Bon, ce qui est en train de changer, hein, maintenant, heureusement. mmh, Mais c'était, bah, des cours magistraux, cours magistraux, cours magistraux. Mais maintenant, il y a beaucoup d'enseignants, qui ont des pédagogies, qui sont, des pédagogies différenciées, hein, et avec des cours, beaucoup plus participatifs. OK. Hem, Donc et alors oui, j'ai créé ça. ouais, OK. La dernière question de cette deuxième partie, hem, du coup, durant toutes ces années d'expérience, est-ce que vous avez, voilà, eu une leçon ou plusieurs, qui vous a vraiment, marqué et que vous avez retenu?
Et ben, je me suis fait le constat que je fais le métier que j'aime faire Mmh. et que je suis parce que je suis légitime là-dedans. Surtout ne pas souffrir du syndrome de l'imposteur. Parce que C'est le il- problème de beaucoup de gens, je pense. donc travailler là-dessus pour se perfectionner sans cesse, ne pas non plus rester sur ses acquis, puisque le monde autour de nous évolue, donc on doit toujours. Enfin, physiquement, je ne peux plus courir, je ne peux plus faire de triathlon, donc j'utilise mon esprit pour faire mon sport cérébral et pour apprendre, apprendre, apprendre. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé votre phrase justement tout à l'heure en parlant de ça, que bah, le prof, c'est celui qui doit justement tout le temps bah, réapprendre, réapprendre, réapprendre. Et je pense que c'est aussi le problème de pas mal de formateurs ou d'enseignants qui du coup bah, se mettent pas à la page et ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur légitimité de par un papier et au final bah, ils restent au même niveau et ils cherchent pas de nouvelles voilà de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques euh, bah, pour attirer tout le temps toutes les cibles d'étudiants. Alors ça, c'est, je l'avais, je me souviens quand j'étais jeune, quand je débutais, euh, j'avais une copine qui, elle, avait fait prof d'histoire géo. Et elle me disait, ah ben moi, c'est simple, les élèves, je leur donne la leçon. S'ils font trop de bruit, je leur colle une interro. Et moi, j'avais un prof, euh, et je l'ai eu de la cinquième à la troisième, un prof d'histoire géo qui était aussi prof de latin et qui nous faisait des cours avec les astérix en latin. Voilà. J'ai pas fait latin mais ce mot fait peur en tout cas. Mais avec astérix en latin, croyez-moi, on s'amuse et on apprend le latin. Voilà, il a fait de la ludopédagogie avant l'heure. Il a Ah, ok. détourné son enseignement. Donc, on n'a jamais eu des cours figés. Hmm. Ah, je pensais que ça avait été un mauvais formateur mais non en fait c'est tout le contraire. C'était un super prof. Alors que ma copine, quand on était adulte, qui collait des interros surprises pour avoir le calme dans sa classe, bah, Ouais. c'était une très mauvaise pédagogue. Ah bah oui oui. Ok. Euh, Franchement, merci beaucoup encore une fois pour bah, toutes ces expériences, tous ces conseils. J'espère que ça servira aux gens qui vont nous regarder. On va passer du coup à la troisième et dernière partie bah, du coup de cette interview. Euh, pour les prochaines interviews, parce que normalement, j'essaye d'avoir en fait un étudiant entrepreneur, puisque du coup j'ai un certain nombre de collègues qui ont des projets. J'essaye de prendre des gens qui sont dans le secteur d'activité de l'invité, et du coup, ils pitchent le projet devant l'invité, et après c'est un échange entre les deux personnes. Et du coup, forcément, vu que là en ce moment c'est un peu compliqué, parce que du coup je suis parti à Carcassonne, etc. Je vais passer les détails. J'ai pas pu avoir d'étudiants entrepreneurs. Mais du coup, j'ai pris des exemples. Et donc, pour les prochaines interviews, si vous voulez passer, vous, sur votre projet et vous faire un mini coaching avec un invité qui est sur votre secteur d'activité, bah, je vous invite à m'envoyer le mail avec votre projet à hugo sans h.tech@gmail.com. Et donc, c'est parti, on va passer du coup à cette troisième partie.